Partout, l'empreinte de l'homme se lit sur notre archipel, menaçant des milieux très fragiles. Ces milieux, les coraux, les herbiers et particulièrement les mangroves, jouent un rôle écologique crucial. Le Grand Port Maritime a conscience de ces enjeux et s'est engagé dans une démarche afin d'identifier les menaces et de trouver des solutions pour protéger ces milieux. La mangrove est une forêt avec les pieds dans l'eau. C'est un espace de transition entre le milieu marin et terrestre. Les arbres qui la composent, les mangles, peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Leurs racines particulières sont une véritable nurserie. Elles abritent de nombreux animaux. Malheureusement, la mangrove subit des agressions terribles qui perturbent fortement cet écosystème. Aujourd'hui, Janice et Félix se rendent sur un site particulièrement impacté. Première constatation, une très forte présence d'herbes invasives. Là, on voit bien les herbes de Guinée qui se sont implantées. Ouais. Et lorsque ça s'établit sur le site, mais nos petits plants de palétuvier ne peuvent plus survivre. Oui, ils occupent l'espace et ils menacent l'écosystème, comme ça, puisqu'ils prennent la place de d'autres espèces indigènes. Un peu plus loin, un danger bien plus important pour cet écosystème. Un véritable cimetière de véhicules hors d'usage. Et tu vois, Félix, on arrive sur une zone où on retrouve énormément de déchets. Donc là, on a un VHU, donc tu peux même prendre des photos, regarde un gros bloc de béton, mais aussi d'autres types de déchets déposés ici. Donc il aurait fallu que les gens prennent conscience un peu de l'importance de cet écosystème-là et comprennent qu'en fait... c'est pas une décharge. Pourquoi emmener les déchets jusqu'ici? Ils font pas mal de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Donc ils auraient pu les emmener en filière de traitement adapté, dans des décharges. Pourquoi? Oui, c'est pas, ils sont pas du tout à leur place là. Tous ces, de toutes ces épaves, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment une très mauvaise pratique à bannir. Il nous faut restaurer complètement ce milieu. Il faut qu'on le considère comme, tu vois, une véritable... C'est des infrastructures qui sont nécessaires à notre résilience. C'est ça. Et on remarque quand même que la mangrove, c'est un écosystème très fort, très résilient, puisqu'il arrive quand même à revenir autour de ces déchets-là. Mais... Oui, mais bon, il va finir par les camoufler. Donc ça, c'est à restaurer, trouver la compétence... qui a l'autorité, qui peut le faire, à stopper ce genre de décharge comme ça ouverte. Sinon, non, c'est complètement à proscrire, à restaurer. Il n'est pas rare de trouver dans la mangrove toutes sortes de déchets, depuis les milliers de bouteilles en verre ou en plastique, autant de traces de l'activité humaine qui souille la nature. Comme on est dans une zone de mangrove, les remblais, c'est très compliqué à estimer. Donc là, ça inhibe la circulation de l'eau, les palétuviers ne peuvent plus revenir sur le site, ça inhibe complètement le retour de la forêt. Après, on a des espèces exotiques envahissantes qui viennent s'implanter comme ici ou bien là, l'herbe de Guinée encore une fois. Oui. C'est un fléau. Là, l'écosystème est complètement menacé, dégradé. Et là, il y a du travail pour une réhabilitation. Je ne sais pas, ça va être très coûteux. Mais déjà, il faut arrêter les apports. Il faut vraiment arrêter les apports. Il n'y a aucun contrôle, aucun tri. On ne sait pas s'il ne s'agit pas de déchets dangereux, s'il n'y a pas de l'amiante, s'il n'y a pas autre chose, ou de la radioactivité ou autre chose. Mais en tout cas, il faut complètement arrêter là, les apports. Ça ne doit plus arriver et vraiment faire un plan de restauration réaliste. Il faudra peut-être qu'on regarde la faisabilité de ce chantier, de ce projet. C'est ça. En effet, le projet Life Adapt Island est aussi un projet expérimental. Donc on va commencer sur un site à plus petite échelle qui fera environ 3000 m². Mais sur ce site-là, où on est à peu près sur 1 hectare, il faudra qu'on teste différentes techniques et voir ce qui est possible en fonction des filières de traitement adapté
de la Guadeloupe. Est-ce qu'on pourra déplacer tout ce volume? Ça, c'est une très bonne question. On verra dans l'avenir, les prochaines années, comment on y arrive. On l'espère en tout cas et on met en place des protocoles pour y arriver. Il faut vraiment donc qu'on arrive donc à restaurer tout cela pour voilà, que le milieu naturel fonctionne, hein, que ça puisse fonctionner. C'est ça, exactement. Et en plus, en ayant un impact sur la mangrove, on a aussi un impact sur les écosystèmes associés. Tout à fait. Dans le cadre du Life Adapt Island, notre projet est aussi basé sur 2 autres écosystèmes, les récifs coralliens et les herbiers marins. Et nous avons aussi mis en place des opérations pour pouvoir protéger et réhabiliter ces zones. Voilà, c'est une continuité hein, terrestre et après littoral, marine, cette Voilà. continuité. Il faut préserver donc cette circulation, cette continuité. Il ne faut pas qu'il y ait de discontinuité comme ici, il ne faut pas qu'il y ait de rupture pour que justement ça soit fonctionnel et que justement donc le milieu, le cadre de vie soit préservé. C'est tout à fait, c'est très cohérent comme démarche. Les récifs coralliens constituent une véritable barrière de protection pour nos îles. Ce sont aussi de formidables réservoirs de biodiversité. Mais le réchauffement climatique, la pollution et la surpêche impactent gravement les coraux. Un corail, c'est un animal et c'est un des animaux les plus primitifs de la création, des premiers qui sont apparus sur la planète. Et un corail, c'est constitué d'un petit animal qu'on appelle un polype. Et un polype, c'est un petit sac avec une ouverture, la bouche et une couronne de tentacules. En fait, c'est une petite anémone de mer, mais qui a la particularité, comme nous, de ce qu'était un squelette, qui lui sert d'abri, parce que lui, il vit à l'intérieur de son squelette, comme un mollusque, comme un lambi, etc. Il vit protégé dans son squelette. Alors ce corail, bon, il développe, d'abord il est solitaire, un petit polype, et puis il va se multiplier, il va bourgeonner, en donner un deuxième, un troisième, et puis ça va former un animal qu'on appelle une colonie, un animal colonial, qui va être constitué de plusieurs centaines, milliers, voire millions de polypes, tous semblables entre eux, c'est tous des clones les uns des autres, et ils vont former une colonie corallienne, et c'est le squelette, ils vont constituer un squelette, ils vont mourir un jour ou l'autre, et c'est l'accumulation des squelettes au cours des millénaires, les uns sur les autres, qui vont former les barrières récifales, les récifs coralliens. Une barrière récifale en bon état, ça sert de digue de protection des zones côtières, et c'est un système autoréparable, parce qu'au fur et à mesure que les vagues cassent les coraux repoussent, etc. Donc c'est une protection de l'ensemble des zones côtières, et la disparition des récifs coralliens, et ça on l'a vu dans le monde, on montrait par exemple à Hawaï, en moins de 30 ans, une fois qu'un récif d'Honolulu est mort, en moins de 30 ans, les vagues rentraient dans les terres, détruisaient les routes côtières, etc. C'est qu'à l'échelle humaine, la destruction d'un récif corallien peut provoquer des dégâts énormes au point de vue physique sur le littoral. On a perdu beaucoup de coraux en Guadeloupe pour des raisons d'activité humaine, de pollution. Alors, ce n'est pas lié spécialement à la Guadeloupe, c'est un problème qui touche le monde entier depuis la dernière guerre mondiale, à partir de 1945. Les zones tropicales se sont développées au point de vue population, au point de vue industriel, etc. Donc il y a une pression humaine de plus en plus importante sur les récifs coralliens, sur les coraux, et qui finit par les faire disparaître. Alors comment ? Alors en Guadeloupe en particulier, il y a eu d'abord la déforestation qui a entraîné les sédiments, la terre vers la mer, la destruction des mangroves qui protègent les récifs coralliens des apports qui viennent depuis la terre. Et puis, dans cette terre qui part à la mer, il y a ce qu'on appelle des nutriments, des engrais qui vont servir au développement des algues. Et puis également, on est 400 000 habitants sur cette île. On a des circuits d'épuration qui fonctionnent très très mal, une très mauvaise épuration, et on rejette tous les jours à la mer une quantité très importante de nitrates, de phosphates, et qui vont favoriser la croissance des algues. Et les coraux finissent par disparaître, étouffés par les algues qui se développent grâce à tout ce qu'on rejette au niveau terrestre. Les équipes du programme Life Adapt Island constatent sur le terrain que la situation est critique. Les espèces bâtisseuses des récifs caribéens, dont acropores, cornes de cerf et cornes d'élan, se raréfient. Lors de leur plongée, les équipes observent des fonds marins dégradés où les massifs coralliens blanchissent et finissent par mourir.
Vous qui plongez régulièrement, qui êtes un biologiste, quelles sont vos observations par rapport à l'état des coraux en Guadeloupe? C'est vrai que depuis plusieurs années, on a pu observer une forte décroissance de la vie corallienne et de plus en plus de maladies. Chaque année, on va voir des nouvelles maladies qui apparaissent, des grosses colonies qui deviennent toutes blanches, ensuite qui deviennent recouvertes d'algues, donc ensuite elles deviennent marron. Et des mois après, voilà, elles sont recouvertes de plein d'algues, de débris. Finalement, il reste combien de sites intacts? Il en reste Tous les sites sont atteints en Guadeloupe. Oui, ça, il y a plus de sites intacts en Guadeloupe. Okay. Ils sont plus ou moins atteints, mais tous les sites sont atteints en Guadeloupe. Il y a des sites, oui, où comme un peu en dessous le bateau, où ça fait vraiment des champs de coraux morts, quoi, de squelettes par terre, C'est ça. tout gris. Et du coup, l'impact sur la population de poissons En fait, plus la quantité de coraux va diminuer, moins il y aura de poissons. Parce que les poissons se servent de ces récifs coralliens pour se protéger et pour se nourrir. Et si on a une perte de ces petites populations de poissons, qu'on appelle les populations côtières, on va aussi avoir une perte du coup des populations pélagiques qui viennent se nourrir de ces petits poissons. En fait, c'est toute une chaîne. Oui. Et donc sur cet aspect-là aussi, vous avez vu une grande différence Oui, on voit une différence au niveau des poissons côtiers, même les pêcheurs. Les pêcheurs, on a des retours des pêcheurs qui nous disent on voit de moins en moins de poissons perroquets. Ils doivent aller plus au large pour trouver du poisson. Et là, ils doivent aller plus au large. Éloigner des côtes. Oui, parce qu'on est friand du poisson perroquet, mais peu de gens connaissent en plus son utilité pour les coraux. Les 3/4 des poissons, des animaux marins que nous mangeons en Guadeloupe sortent du récif corallien. À part les thons qui sont des poissons du large, le gros des poissons, les lambis, etc. Tout ça vient de la côte, vient des récifs coralliens. Et la disparition des coraux, à terme, c'est comme si les coraux jouent le rôle d'arbres, le même rôle que les arbres dans une forêt. Vous coupez les arbres de la forêt, il n'y a plus rien dans la forêt. Vous tuez les coraux, à terme, vous n'aurez plus de poissons sur le récif, plus de lambis, plus d'oursins, etc. À la différence de la mangrove et des récifs coralliens, les herbiers sont des milieux méconnus. Pourtant, eux aussi jouent un rôle primordial pour l'équilibre de l'environnement. Un herbier sous-marin, on pourrait le définir comme une prairie sous-marine, donc constituée de plantes à fleurs. Ils sont issus d'anciens végétaux marins, donc qui ont migré sur Terre, et ils descendent d'anciens végétaux terrestres. Donc les mangroves aussi, apparemment, sont retournés à la mer, mais se sont vraiment arrêtés à la limite terre-mer. En fait, les herbiers sont les seules plantes qui sont retournées vraiment et qui sont adaptées vraiment à une vie au milieu marin exclusive. On peut trouver des herbiers jusqu'à 70 mètres de profondeur dans les zones vraiment très claires, certaines espèces, pas toutes les espèces. Certains genres, certaines espèces ont vraiment des gammes de profondeur assez définies, mais la majorité des herbiers, on les retrouve quand même jusqu'à 10-15 mètres, en tout cas dans les Caraïbes. Les principales espèces, en tout cas, sont situées dans ce niveau bathymétrique. Et après, les herbiers sont plus clairsemés, en fait, puisqu'il y a moins de lumière. Les herbiers des Caraïbes se distinguent par les espèces qui sont présentes. Alors, il y a à peu près entre 5-7 espèces de phanérogames. Alors, on ne sait pas forcément la liste exacte parce que certaines espèces ont été observées une fois, mais on n'a pas forcément eu de nouvelles observations. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'identification des phanérogames est assez complexe. Vu que c'est des espèces justement avec un schéma évolutif particulier, les clés de détermination sont des fois pas évidentes. Puis des fois, les espèces se réhybrident entre elles. Donc l'identification est vraiment pas simple. Pour résumer, dans les Caraïbes, on a quelques espèces phares. On a l'espèce, la Thalassia testudinum, qui ressemble à une tagliatelle. Voilà, c'est l'herbe à tortue. Et puis le Syringodium filiformé, qui est une toute petite, qui ressemble à des spaghettis, qui est plutôt vert fluo, qui elle aussi est présente dans ces milieux. En fait, les herbiers, ils sont situés à l'interface terre-mer. Alors, ils se développent sur ces environnements, mais du coup, ils se prennent vraiment de plein fouet toutes les pressions d'origine humaine. Notamment, on ne pense pas tout ce qui est artificialisation du trait de côte, augmentation aussi de la démographie en zone littorale. Ça intensifie aussi les rejets en zone côtière.
Et comme c'est des plantes à fleurs qui ont besoin de lumière, de conditions particulières de qualité de l'eau pour se développer, ils sont vraiment très sensibles en fait, à la dégradation de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, en fait, c'est la principale menace et cause de déclin des herbiers à travers le globe. Après, on a aussi des pressions plus directement en mer, comme l'ancrage des bateaux, où il y a vraiment une destruction physique directe des milieux. Et donc ça, c'est vraiment les principales pressions de ces milieux, à laquelle il faut rajouter les pressions naturelles, les événements de forte houle. On ne pense pas aussi à l'herbivorie. Donc il peut y avoir des herbiers qui peuvent être parfois surpâturés par certaines espèces. Donc du coup, ça engendre vraiment un équilibre dynamique, des fois, qui peut être un peu instable. On a 5 mètres de visibilité verticale. 10 de ces pieds, 5 mètres. Sur le fond où on va, tu vas pas nous voir revenir tout de suite. S'il n'y a pas d'herbier là où on est, tu vas voir Jean-Loup revenir vers la surface tout seul. Aujourd'hui, une équipe de biologistes part avec Milton sur 3 sites d'herbiers autour de l'île des Cochons, à proximité du port de Jarry. Leur mission est d'évaluer l'état des herbiers sur cette zone. Ils procèdent à un diagnostic et inventaire des espèces selon une méthodologie précise. Alors ça, tu peux le ramener. Et là, tu respires où? Par là-bas, juste à côté. On a l'Imida et puis les Dictyota. Quand elles se décomposent, ça donne des sables qui vont jusqu'au sable blanc. Voilà. Pas de sable à paillettes. J'en ai vu aussi. Ouais, on avait des connards, on avait un peu d'Alimeda, on avait beaucoup de Dictyota. Et mais franchement, l'herbier était bien chuteux. Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, donc là c'est la Halophila. Espèce exotique envahissante. C'est ça. En pas trop grande quantité, ça va encore. Non, elle est bien équilibrée avec les plantes Thalassia. Il est invasif, mais pour l'instant, nous, on l'a pas vu coloniser des grandes quantités. Ça dépend. Si tu vas dans le grand cul-de-sac marin, il y a des zones où c'est uniquement Halophila. Et en fait, le problème, c'est que il s'arrache très facilement. Ah d'accord, donc il ne retient pas les sédiments. Il ne retient pas les sédiments et à la moindre tempête, en fait, il est arraché en masse. Et quand il se repose à un endroit où il peut repousser, eh ben, il recolonise. C'est dans ce sens-là qu'il est invasif. Alors la grande question, c'est de savoir, à certains endroits, est-ce qu'il vaut mieux avoir une espèce exotique envahissante que rien du tout. Ouais. Voilà. En tout cas, ici, les Thalassiens ont des rhizomes vraiment bien plus enfoncés, c'est évident, mais dominent quand même le paysage. Voilà. T'as pas la stipulacea qui est là, t'es bien là, sur celui-là. Herbier de qualité. Oui, herbier de qualité. Coraux, par contre, on est très occasionnel. Ouais, j'ai vu un peu de corail de feu. Plus bas, t'as du Siderastrea, mais bon, c'est toujours les mêmes que tu vois. Et par contre, beaucoup de loturie. Plein de loturie, toujours la même espèce. J'en ai vu 3 différentes. En fait, t'as une... J'ai vu la marron, là, la grosse. Ouais. Plutôt, moi, j'ai vu ça et des jeunes de ça. Ouais. J'ai pas vu d'autres... Enfin, j'ai pris les photos, on tranchera après. Par contre, ici, tu as vraiment une différence. Tu sais, on est allé d'abord sur la zone profonde et tu as vraiment un niveau en fait. Ok. Tu vois, à partir de 4,50 m, tu es sur la vase avec des terriers là, tu sais. C'est bien ça. Ouais, vase terrier. Et ensuite, quand tu montes, et ben, ça colonise petit à petit. Tu as d'abord la colerpe avec des Dictyota, etc. Et ensuite, tu arrives enfin à l'herbier de Thalassia avec les. Complet avec tout. Mais en fait, franchement, les Thalassia, les feuilles sont vachement jolies quoi. Par contre, pas de traces d'herbivorie. Ah oui, ils sont longues. Voilà, on n'a pas de lambis, on n'a pas de bestioles, tu vois. Oursins verts, oursins blancs. On a des oursins, ouais, mais c'est surtout les épiphytes. Voilà, donc du coup, tu as vraiment une caille, mais en tout cas pour vos sites en vase, vous n'allez rien abîmer. C'est parfait. Ouais, c'est bien. Sur ces sites, l'état des herbiers est satisfaisant, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble de l'archipel. Fanny Kerninon coordonne le réseau herbier de l'Initiative française pour les récifs coralliens. Elle surveille de près l'état des herbiers de notre archipel. J'ai
j'ai travaillé sur le bilan là, à 15 ans de l'état de santé des herbiers dans le cadre de l'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens. Et donc en fait, on a certains secteurs où on a une quinzaine des données sur une quinzaine d'années à peu près, sur certains herbiers qui sont suivis annuellement en fait, par des gestionnaires d'aires marines protégées. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on observe les mêmes tendances qu'à l'échelle des Caraïbes. C'est qu'il y a un déclin de certaines espèces patrimoniales en faveur d'autres espèces un peu plus opportunistes. Donc il y a vraiment un changement de la composition spécifique des herbiers et ça engendre effectivement des changements assez majeurs sur le fonctionnement du milieu. Donc on a certains herbiers qui sont plutôt stables en termes d'abondance, on va dire, d'espèces, on parle de la structure du milieu. D'autres sont plutôt oscillants, on a des tendances qui ne sont pas forcément interprétables, et puis d'autres qui sont quand même en déclin, et certains dans des situations très très proches de l'effondrement. Il y a quelques cas d'herbiers voilà, dans une situation quasi effondrée dans les Antilles. Et ça rejoint les mêmes tendances en fait, que les autres îles et autres territoires dans les Caraïbes. C'est vraiment un déclin de certaines espèces natives, originelles, en faveur d'autres espèces. Et puis une modification aussi de la complexité structurelle du milieu, quoi. On arrive sur des herbiers assez touffus, assez denses, et avec des espèces plutôt natives, à des herbiers plutôt rares, avec de nouvelles espèces invasives, et donc qui ne jouent pas forcément les mêmes rôles derrière d'habitat, et voilà, ne rendent pas forcément les mêmes services. Les herbiers permettent la stabilisation des fonds marins et limitent l'érosion du littoral. Ils retiennent les sédiments et atténuent la houle cyclonique et les courants lors des tempêtes. Ils ont un rôle de refuge et de garde-manger pour de nombreuses espèces de poissons et garantissent ainsi la biodiversité des petits fonds. Les herbiers sont également capables de photosynthèse et stockent le gaz carbonique. Pour la Guadeloupe, environ 15% du CO2 en milieu marin est stocké de cette manière. Les ancres des bateaux sont un véritable fléau. Elles arrachent des herbiers qui sont très lents à recoloniser. Et lorsqu'on a fait nos photos de drone, on a quand même vu des sillages d'encre. Ces sillages, ils sont situés où exactement? J'ai du mal à me repérer. Alors, les sillages sont situés au niveau de la zone qui est au niveau de la pointe là-bas. En fait, on a un plateau sur lequel les bateaux viennent mouiller à l'ancre. Et quand ils mouillent à l'ancre dans l'herbier, l'ancre elle va racler le fond. Et en raclant le fond, elle va arracher tout l'herbier et toute la faune qui est associée. Des solutions existent pour réhabiliter ces écosystèmes remarquables. C'est d'ailleurs tout le sens du projet Life Adapt Island.